Bienvenue à ce webinaire SecuLIT. Je suis Nicolas Renard, responsable avant-vente chez SecuLIT. Aujourd'hui, au programme, nous accueillons Jérôme Olaret, qui est référent cybersécurité pour le groupe Ardif, qui va nous parler de l'utilisation de la solution Elastic Detector chez SecuLIT dans son environnement. La façon dont ça va se dérouler, c'est que pour les gens qui ne nous connaissent pas encore, d'ailleurs ils sont de moins en moins nombreux, je vais vous faire une rapide présentation de la société SecuLIT, qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, on embrayera sur le cas d'utilisation de notre solution par le groupe Ardif. Voilà, donc SecuLIT, c'est une société française créée en 2011, créée donc par deux spécialistes de la cybersécurité qui sont Sergio Lorero et Frédéric Donat. Et aujourd'hui, cette société comprend une quinzaine de personnes et on est présent à deux endroits en France, notre siège à Sophia Antipolis, près de Nice, et puis également une présence parisienne, une présence commerciale. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une solution automatisée qui va permettre de faire de la prévention en termes de sécurité. Alors, prévention en termes de sécurité, pourquoi? Parce que les cyberattaques, c'est un risque. Et pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec les cyberattaques et la cybersécurité, eh bien, pour information, il existe deux types d'attaques. Soit des attaques internes où on va finalement dialoguer avec les employés dans le but de récupérer des informations qui vont permettre de pénétrer le système d'information, donc soit par des appels téléphoniques, ou alors par remise de clés USB infectées, ou encore par des emails. Ou alors, il peut y avoir également des attaques externes, donc des attaques qui sont faites par Internet en se connectant sur des adresses publiques et en exploitant des failles de sécurité qui vont permettre de pénétrer le système. Alors ces attaques, il y a un intérêt évident à les éviter, puisque cette année, notamment il y a eu, on va dire, des grosses attaques qui ont été très médiatisées. Notamment, il y en a une qui s'appelait NotPetya, et on a appris que la société Saint-Gobain avait annoncé une perte de 250 millions d'euros suite à cette attaque, et puis 300 millions d'euros pour le groupe Maersk. Donc ça signifie qu'en effet, une attaque, ça peut coûter cher, et que il vaut mieux se protéger, faire de la prévention pour éviter de se faire attaquer. Notre mission, elle est tout simplement liée toujours à ce risque de cyberattaque, puisque chaque système d'information, il y a une probabilité de 22% de se faire attaquer dans les 24 prochains mois. Donc c'est quand même un risque qui est réel. Une attaque, automatiquement, ça induit une chute de réputation. Ça va également poser problème en termes de productivité. On va perdre du temps, il va falloir remettre des choses en place, etc. Et puis, vis-à-vis des clients pour lesquels les données sont hébergées chez le fournisseur, et bien forcément, du coup, une perte de confiance. Donc toujours pareil, le Ponemon Institute estime que une cyberattaque, en moyenne,
ça va faire fuir 5,4% des clients de la société. Donc, il vaut mieux l'éviter. Alors, comment se protéger? Eh bien, il existe plusieurs modes de fonctionnement. Soit on commande des audits de sécurité. Le problème de l'audit de sécurité, c'est que c'est une vue ponctuelle des risques à un moment donné. Et ensuite, c'est un coût élevé puisque finalement, il faut faire appel à des experts de sécurité, des consultants qui vont facturer à la journée. Et donc, à chaque fois, un audit de sécurité, ça va quand même peser lourd dans le budget. Hein. Ou alors, on installe des logiciels de sécurité, qui est une approche qui couvre mieux finalement le besoin parce que on va pouvoir du coup gérer l'ensemble du système d'information. Mais il y a encore beaucoup de solutions sur le marché qui demandent un investissement lourd en termes de ressources, puisque seuls des experts en sécurité peuvent les manipuler. Donc nous, on propose chez SecuDIT deux solutions, une solution Elastic Detector et une solution qu'on appelle Elastic Workload Protector. Elastic Protector, c'est plus orienté pour les infrastructures classiques, quand on a un data center chez soi, dans nos murs, qu'on a des machines physiques ou bien de la virtualisation avec VMware ou Hyper-V. Du coup, on va plutôt utiliser Elastic Detector. Elastic Workload Protector, ça va être plus fait pour les gens qui ont démarré des implémentations donc d'infrastructures as a service dans un cloud public, par exemple, comme Amazon Web Service, c'est un exemple. Et en plus de surveiller les failles de sécurité présentes sur les serveurs, on va également pouvoir monitorer tous les aspects de configuration de l'infrastructure. Voilà. Donc, l'idée avec ces produits, c'est en effet d'avoir une surveillance permanente des infras, pour être informé au plus vite lorsque de nouvelles failles sont révélées. Donc de détecter ces failles, de savoir si elles sont exploitables ou pas, et de savoir du coup comment les corriger. Le but est donc de corriger les failles avant qu'elles soient exploitées. Alors, au niveau couverture des environnements, eh bien, chez SecuDIT, on a des solutions qui vont couvrir à peu près tous les environnements qui existent aujourd'hui, que les machines soient déployées dans des clouds publics ou alors de façon plus classique en local, ou même si on souhaite vérifier, travailler avec des adresses publiques, quand vous avez un site internet, etc., eh bien la solution, elle est capable de faire tout ça avec une gestion unifiée au travers d'une interface graphique qui se veut simple à l'utilisation. Le principe de base, c'est à l'aide de ces solutions de bien connaître son infrastructure, d'être capable d'en déduire un inventaire des machines en présence, et puis sur cette base, d'être capable d'adresser des rapports et des indicateurs à toutes les personnes qui sont concernées par la cybersécurité. Ça va du DG jusqu'à l'administrateur système, en passant par la DSI, etc. Donc, il y a tout un tas de personnes qui sont techniques ou non d'ailleurs. Il y a des gens qui ne sont absolument pas informaticiens et qui pourtant ont besoin de comprendre quel est le risque encouru, qui ont besoin de ces rapports. Donc pour ça, la solution, elle va délivrer des indicateurs de risque.
Elle va également délivrer tout un tas de statistiques pour comprendre le volume de failles à corriger. Et puis, elle va aussi délivrer ce qu'on appelle des feuilles de route, hein, qui sont finalement des feuilles Excel qu'on adresse aux gens qui sont en charge d'appliquer les correctifs, hein, pour qu'ils puissent faire un suivi en termes de solutions qui vont appliquer sur leur système. Voilà. En plus de ça, et de façon automatique, la solution va pouvoir générer des rapports sous forme de synthèse. Alors quand je parle de synthèse, ça veut dire qu'on va avoir des métriques, hein, des indicateurs, mais également on va pouvoir insérer des recommandations et des actions à mener qui seraient prioritaires, par exemple, pour le mois qui arrive. Voilà. Donc tous ces résultats sont générés de façon automatique par la solution. Alors, aujourd'hui, SecuID gagne en notoriété grâce à ses clients. Donc on peut rapidement parler de quelques clients qui ont choisi nos solutions et de savoir pourquoi. Hein, par exemple, Delta Assurance, qui avait besoin d'une solution pour auditer régulièrement des adresses publiques. Donc là, ils ont choisi SecuID tout simplement parce que c'était très simple à mettre en œuvre. Hein, très vite, en fait, ils ont pu mettre le pied à l'étrier et démarrer et avoir des résultats. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur aussi, qui nous ont choisi essentiellement sur des critères de performance. Hein. Ils ont comparé différents produits du marché et puis ils ont bien apprécié la pertinence des rapports. Donc ils ont finalement décidé d'installer la solution aussi bien pour des adresses publiques que pour des serveurs en interne. La holding NSH, hein, NSH c'est une holding qui regroupe plusieurs sociétés, hein, qui connaît une forte croissance, hein, par, on va dire, l'acquisition ou la création de nouvelles sociétés, et donc du coup, qui a un service informatique, du moins un système d'information qui est en perpétuelle évolution, avec des rajouts réguliers, etc. Et dans ce contexte, eh bien, ils ont choisi la solution justement pour ne pas oublier la sécurité dans cette dynamique de croissance. On a également Micromania. Hein, eux, ils ont commencé par nous solliciter pour des audits de sécurité, hein, puisque chez SecuID, on a cette expertise, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Mais au final, ils ont opté pour la solution donc Elastic Detector en service managé, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui l'utilisent directement. Par contre, ils savent qu'il y a un périmètre de machines qui est surveillé par la solution et pour lequel nous, on va délivrer régulièrement des rapports. Enfin, un autre exemple, AVEM, qui nous ont choisi au départ un peu dans le même esprit que Delta Assurance pour pouvoir rapidement mettre en œuvre une solution qui surveille les adresses publiques. Et puis finalement, comme ça leur a plu, du coup, ils ont également pris la solution pour gérer leur serveur en interne. Et enfin, en particulier aujourd'hui, on va parler du groupe Ardif. Donc, pour qui on a un représentant aujourd'hui, donc qui est Jérôme Mollaret. Et je vais lui laisser la parole, puisque du coup, il va nous présenter pourquoi ils ont choisi Elastic Detector chez Ardif et qu'est-ce qu'ils font avec Elastic Detector. Voilà, donc Jérôme, c'est à toi. Tu peux partager ton bureau. Très bien, alors bonjour à tous, hein, je vous souhaite la bienvenue et je remercie SecuID de
de me recevoir ce matin. Alors, attendez, le temps que je lance la présentation. Donc voilà. Donc nous allons parler ce matin de Elastic Detector. Donc le thème c'est vu par un ethical hacker, mais on va aussi discuter du choix pourquoi on a choisi la solution, son intégration et un cas pratique avec notamment la campagne NotPetya sur laquelle qu'a souligné tout à l'heure Nicolas lors de sa présentation. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler tout d'abord de Hardis Group. Alors, Hardis Group est une société qui a été fondée en 1984 par Monsieur Christian Balmain et 3 associés. Donc voilà, on a un peu plus de 30 ans d'existence. Ensuite, chronologiquement, en 86, avec l'arrivée de Denis Veda au sein de la société, qui a permis de créer un framework de développement qui s'appelle Adelia et qui continue toujours, qui était au départ très axé sur la plateforme IBMI, donc toute la partie OS 400. Ensuite, la société, en 92, a commencé à se positionner sur le marché de la logistique avec le lancement d'un logiciel de gestion des entrepôts qui se nomme Reflex et qui continue toujours aujourd'hui. Et enfin, une activité qui va nous toucher aujourd'hui, qui est le département hébergement qui a démarré en 2003. Avec aussi au passage une partie consulting qui a été montée aussi courant les années 2000. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes arrivés en 2016 à peu près, nous étions 853 personnes. Aujourd'hui, je pense que nous sommes près des 1000 personnes, à quelques personnes près. Donc on a une très forte progression, on a des résultats d'exploitation qui sont très bons. Donc au niveau organisationnel, on est vraiment positionné, comme je vous le rappelais tout à l'heure, sur 4 domaines d'activité. Donc une partie consulting qui va accompagner les entreprises dans leur transformation informatique, sur la partie également logistique. Nous avons une business unit qui se nomme également Business Application, qui va concentrer toute l'activité de développement, l'intégration d'applications dans le cloud, etc. Nous avons également, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie logistique, un logiciel phare qui s'appelle Reflex, donc qui est un très gros département ici. Voilà, qui doit représenter, je pense, à peu près pas loin de 50% de l'effectif. Et enfin, le département d'hébergement, nommé aujourd'hui Cloud Operation, qui est vraiment positionné sur tout ce qui est hébergement privé, cloud public, service managé, etc. Au niveau localisation, nous sommes essentiellement en France, avec cette année une petite nouveauté, c'est l'ouverture de bureaux en Suisse et en Espagne. Et disons qu'on a commencé à vraiment pénétrer beaucoup de marchés au niveau de l'Europe, donc on a une très forte expansion. Donc voilà, et ensuite, je vais vous présenter un petit peu qui suis-je. Donc, je suis consultant en cybersécurité au sein de la direction technique. Donc, la direction technique, c'est, si vous voulez, le service au sein d'Hardis Group sur lequel on va s'intéresser aux nouvelles technologies. C'est vraiment le service sur lequel qui va plus ou moins définir en fait les futurs technos sur lesquels on va travailler. Je suis certifié ethical hacker. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Donc, c'est bien entendu une validation d'acquis technique, hein, enfin, de bagage technique, mais c'est aussi une partie, ça concerne énormément aussi la déontologie et l'éthique, puisque bon, le domaine du hacking, c'est quand même quelque chose d'assez sulfureux. Donc voilà, ça, on certifie qu'on est des professionnels et qu'on ne fait pas n'importe quoi.
Donc, je suis auditeur forensic. Donc, forensic, c'est tout ce qui va concerner, disons, les remontées, essayer de trouver lorsqu'on a des clients qui se font infecter ou alors essayer de retracer lorsqu'il y a eu, disons, cybercrime au sein d'une entreprise. Et puis une autre casquette aussi qui est pentester. Donc là, pentester, ça rentre vraiment dans l'idée qu'on se fait du hacking. Donc c'est-à-dire je teste les systèmes, les infrastructures en interne et pour nos clients également. Donc j'ai des missions qui sont centrées bien entendu sur la sécurisation des infrastructures internes et externes. J'apporte une expertise technique sur les sujets de sécurité du groupe, donc vraiment au niveau transverse sur toutes les business units que je vous ai présentées tout à l'heure. Et une partie également de mon travail, c'est d'avoir vraiment une veille active sur les menaces et les vulnérabilités afin d'anticiper, disons, les choses sur lesquelles on pourrait se confronter dans un futur proche. Donc voilà, et puis d'accompagner bien entendu les équipes, faire de la formation, voilà. Ensuite, je vais vous parler bien entendu d'Elastic Detector, donc que vous a présenté tout à l'heure Nicolas. Donc je ne vais pas revenir sur les points qu'il a évoqués puisque je pense que la présentation est assez complète. Je vais plus maintenant vous parler de pourquoi nous avons choisi cette solution. Donc, bien entendu, lorsqu'on cherche un scanner de vulnérabilité, le premier point qui va nous attacher, enfin qui va avoir de l'importance, c'est bien entendu l'acuité des scans. Donc, il est vrai qu'Elastic Detector est vraiment précis lors de la détection de failles ou de problèmes éventuels de configuration sur les serveurs. Un autre point qui est très intéressant, c'est d'avoir vraiment une surveillance continue sur des milliers de machines, puisque au sein d'Arvis Group, on a, je ne peux pas vous donner exactement le nombre de serveurs, parce que voilà, on garde ça pour nous, mais on a quand même plusieurs milliers de serveurs à gérer entre Arvis Group et Cloud Operation. Donc voilà, d'avoir une solution qui est vraiment de manière en continu, de manière automatique, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque ça permet de concentrer, disons, l'intelligence de nos équipes sur des sujets, enfin, sur de vrais sujets et pas simplement, disons, faire de la surveillance et du monitoring manuellement. Ensuite, le troisième point, et c'est là où Elastic Detector se démarque, je trouve, de ses concurrents, c'est vraiment d'avoir un inventaire en temps réel donc de son parc, notamment via des connecteurs VMware, AWS et Azure. Donc pour la partie VMware, ça va être, pour ceux qui connaissent, et ben, à partir du moment où vous avez une machine qui est créée dans votre environnement virtuel, celle-ci va automatiquement remonter dans Elastic Detector. Donc bien entendu, ce sera à vous de programmer des scans, mais ça permet voilà, de voir arriver les machines qui sont créées, automatiquement supprimer celles qui ont été décommissionnées. Et ça, je pense que c'est un gain de temps lorsqu'on gère vraiment un système d'information. Et puis, comme je disais à l'instant, d'avoir des connecteurs AWS, Azure, Google Cloud, on prépare l'avenir. Donc voilà, on ne reste pas dans une solution qui est figée dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Ensuite, une autre fonction qui est vraiment propre à Elastic Detector, qui rassurera les personnes, et notamment les DSI qui sont parfois un peu inquiets lorsqu'on parle de scan, c'est vraiment la possibilité de cloner les machines, donc afin de pouvoir faire des tests plus poussés dessus et de ne pas impacter, disons, le serveur ou l'infrastructure parfois est jugé sensible et qu'on ne souhaite pas trop charger avec des scans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien et qui rassure. Ensuite, et ben, comme je vous le disais tout à l'heure, Nicolas, c'est des rapports simples et complets pour la partie technique. Donc, vous avez vraiment des rapports complets à délivrer à vos équipes avec des choses précises à faire et des rapports qui sont simples et compréhensibles pour la partie management, puisqu'on va plus s'intéresser à des indicateurs lorsqu'on va prendre des décisions. Donc voilà, des rapports qui sont dédiés à des publics, qui sont complets, compréhensibles et simples.
Un autre point qui est très intéressant, qui intéressera, je pense, notamment des personnes qui fournissent des services cloud comme nous le faisons, c'est d'avoir des indicateurs KRI, donc c'est-à-dire des indicateurs de risque et qui respectent les normes de l'ANSI. Donc pour la France, c'est très intéressant. D'autres fois, c'est DSS. Donc ça permet vraiment de se dire, voilà, mon parc, où est-ce que j'en suis au niveau de ces indicateurs. Lorsque vous hébergez des machines, ça permet aussi de pouvoir être transparent vis-à-vis des DSI et des gens qui vous font confiance au niveau de l'infrastructure. Donc voilà, à dire, c'est pas nous qui cherchons absolument à vous vendre quelque chose, entre guillemets, mais voilà, un état de l'art, un état des lieux, et ça permet vraiment de commencer une démarche sécurité au niveau de l'infrastructure. Et puis, le dernier point, bien entendu, lorsque on intègre une solution qui est toujours intéressant, c'est d'avoir voilà, une vraie réactivité, une disponibilité. Et là, on peut dire que, très honnêtement, Sécu d'IT, je suis très content et c'est partagé au sein de l'entreprise et par plusieurs membres des équipes. Ce sont des gens qui sont là pour vous accompagner, qui connaissent très bien leurs produits. Donc là-dessus, ça fait plaisir simplement de travailler avec des gens qui vous permettent d'avancer et avec lesquels vous avez des réponses vraiment très rapides lorsque vous rencontrez des petits soucis ou alors un besoin d'information ou de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui est vital puisque la sécurité, c'est pas juste des solutions, c'est aussi beaucoup de formation. Donc voilà. Ensuite, je vous propose, c'est de parler de l'intégration. Donc, comment nous avons intégré Elastic Detector au sein d'Ardis Group. Alors, comme vous pouvez le voir, Elastic Detector, on a choisi justement pour déployer ces appliances, d'avoir des appliances qui sont réparties dans chaque data center que nous possédons. Chaque data center possède ces appliances. Elles vont scanner uniquement les machines qui se trouvent dans ces data centers afin de justement avoir déjà une meilleure répartition de charges. Donc, on en déploie plusieurs. Et ensuite, c'est pour ne pas saturer les liens intersites. Donc, les liens intersites, on les dédie justement aux services rendus aux clients et pour quelques services en particulier au niveau de l'administration. Mais voilà, il est très important qu'on ne vienne pas saturer des lignes avec des scans, avec des flux, etc. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment choisi ce type d'architecture au niveau de l'implémentation des appliances dans nos data centers. Ensuite, je vais descendre à un modèle un peu plus macro, donc qui est le découpage par périmètre. Donc, on a une appliance, on a N appliance qui est dédiée à un périmètre, donc afin de garantir vraiment une réelle étanchéité au niveau des infrastructures et des services. Donc voilà, chez nous, nous avons fait le choix de dire, pour un périmètre donné, nous avons une appliance qui va s'occuper uniquement de ce périmètre-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si on a une autre partie qui est sur un autre data center, et on s'appuiera sur une autre appliance sur l'autre data center. Donc voilà, c'est très, ça permet vraiment de découper les choses. Ensuite, quelque chose qui revient de manière assez récurrente lorsqu'on déploie des solutions, c'est justement tous ces fameux comptes de service. Donc, chaque périmètre possède des comptes de service qui leur sont propres et dédiés uniquement. Donc, bien entendu, pour la partie des connecteurs, donc pour pouvoir faire l'inventaire. Donc, on a des comptes qui sont dédiés à faire uniquement de l'inventaire et sur une technologie bien particulière. Et ensuite, nous avons des comptes qui sont dédiés pour pouvoir effectuer des scans. Donc, pourquoi ce découpage? Tout simplement parce que ça nous permet déjà de contrôler l'état d'activation des comptes. Donc voilà, ça permet aussi de se dire, ces comptes de scan, est-ce que je les active tout le temps? Est-ce que je les active uniquement sur une plage horaire? Ça permet bien entendu de pouvoir maîtriser bien plus finement les privilèges qui sont alloués à ces comptes-là, parce que c'est quelque chose qui est toujours critique
lorsque on attribue des droits d'administration à des comptes de service parce qu'ils ne sont pas nominatifs, ils sont utilisés de manière générique, on va dire. Ensuite, c'est vraiment de pouvoir tracer leur activité, donc de savoir exactement quel compte fait quoi, se connecte où, etc. Et ensuite, bien entendu, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir conserver l'isolation du périmètre. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes, notamment pour Cloud Operation, qui se doit de garantir une étanchéité des infrastructures vis-à-vis de ses clients. Et puis, bien entendu, ça c'est la petite casquette sécurité, c'est de pouvoir réagir efficacement lors d'une éventuelle compromission. Donc, de ne pas être coincé en disant, bah mince, j'utilise un compte que j'utilise aussi pour mes sauvegardes, pour effectuer un certain nombre de tâches administratives, et là, on se retrouve coincé. Donc voilà. Et puis le dernier point, bien entendu, qui nous intéresse chez Arbis Group, c'est la conformité et le respect des recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc en France, on a la chance d'avoir l'ANSSI. Si vous n'êtes jamais connecté, vous n'êtes jamais allé voir leur site internet, je vous le recommande très fortement, puisque en France, honnêtement, on n'a pas à rougir des Américains et d'autres pays qui sont, qui sont souvent vus comme bien meilleurs que nous. On est plutôt très très bon, donc je vous invite fortement à aller faire un petit tour sur leur site. Ensuite, je vais vous parler de la fréquence des scans, puisqu'on se dit, voilà, comment je monitore, comment je surveille mon infrastructure. Donc, nous, on a des fréquences de scan qui varient entre une semaine et un mois. Donc, ça va énormément dépendre du rôle de l'AVM ou du serveur que l'on va surveiller. Donc, quels sont les critères entre ces fréquences de scan? Donc, c'est bien entendu le positionnement sur le réseau. Lorsque j'ai une machine qui est vraiment au fin fond de mon réseau, avec très peu d'utilisateurs qui se connectent dessus, un scan un mois va suffire. Par contre, lorsque j'ai un serveur qui est exposé en DMZ, hébergeant un site internet, là on va vraiment avoir besoin de scanner une fois par semaine afin d'être sûr qu'on est propre à ce niveau-là. Il va y avoir un autre critère, ça va être l'exposition des services aux utilisateurs, c'est-à-dire par exemple, je prends l'exemple d'un intranet qu'on peut trouver dans les entreprises. Euh, c'est en interne, mais par contre, vous avez énormément d'utilisateurs qui se connectent dessus, vous avez énormément d'informations qui se trouvent dessus. Donc là, on va le classer dans une catégorie plutôt avec des scans à la semaine pour éviter de se dire, voilà, si on a un problème de sécurité là-dessus. Ensuite, le troisième point, bah, ça va être le fameux, en relation avec la fameuse loi GDPR. Donc, ça va être en fonction du type de données qu'elle héberge, puisque si c'est des données qui sont sensibles, eh bien là, et pareil, on va devoir avoir des fréquences de scan qui sont sur de l'ordre de une fois par semaine, parce que ces données sont critiques. Et puis, bien entendu, ça va dépendre aussi du rôle dans le maintien en condition opérationnelle des serveurs donc, et de la production. Ensuite, quelque chose qui est très très important à mon sens lorsque on intègre une solution au sein d'une entreprise et dans toute infrastructure, c'est de se dire voilà, j'ai bien sûr de la documentation qui est fournie par l'éditeur, donc SecuLIP a de la documentation, mais il faut vraiment, pour être conforme au PASI, au plan de reprise PCA, etc., vraiment avoir de la doc interne qui sont dédiées, qui sont documentées et qui évoluent dans le temps. Donc voilà pour ce qui est de l'intégration. Maintenant, je vais vous proposer de passer à peut-être ce qui va vous intéresser avec un cas pratique qui a fait un petit peu les gros titres de l'actualité ces derniers temps. C'est bien entendu les ransomware WannaCry et NotPetya. Donc je reviens simplement sur la définition de ces deux malwares. Donc voilà, WannaCry, c'est un ransomware qui est apparu autour du 12 mai 2017. Aujourd'hui, on est en mesure
On est en mesure de prouver que la création de ce malware a été faite par un groupe qui s'appelle Lazarus et qui est financé par la Corée du Nord. Donc voilà, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle l'anétoire, hein, c'est-à-dire la guerre, une guerre sur la cybersécurité. La petite particularité de ce ransomware, c'est que ça a été le premier à agir comme un ver. Donc, il a la capacité à pouvoir se propager sur un réseau. C'est quelque chose qui est nouveau dans la famille, qui est nouveau dans la famille des ransomware qu'on n'avait pas vu avant. On pensait que ça allait arriver, mais voilà, WannaCry est vraiment le premier. Et le dernier petit point qu'il faut retenir sur WannaCry, c'est que là, on rentre vraiment aussi un petit peu dans de la géopolitique avec notamment un groupe de hackers qui s'appelle Shadow Broker et qui ont volé énormément d'outils à la NSA, dont même Edward Snowden a parlé lors de ses révélations en 2015. Et en fait, ce sont voilà, deux failles qui s'appellent Eternal Blue et Eternal Romance. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez pu voir dans la presse. C'est grâce à ces faiblesses sur les systèmes que WannaCry se propage, notamment via les faiblesses du protocole SMB, donc tout ce qui est le partage de fichiers, d'imprimantes, etc. Je pense que les admins système sauront à quel point c'est un protocole utilisé. Ensuite, on va passer à NotPetya. Alors NotPetya qui est apparu autour du 27 juin 2017. C'est toujours difficile de dire exactement lorsque un malware apparaît, puisque bien entendu, on n'est pas prévenu par les créateurs du malware. NotPetya, on peut dire aujourd'hui que c'est vraiment une arme déguisée en ransomware. Donc là, on reste toujours dans de la géopolitique, de la network. Donc voilà, c'est un groupe russe qui s'appelle Telebot qui en est l'auteur. Ils ont également créé un malware qui s'appelait Black Energy. Donc Black Energy est un malware qui a vraiment impacté les infrastructures de l'Ukraine, donc notamment les centrales, toute leur infrastructure électrique. Et NotPetya a comme source de départ, point de départ de contamination, l'Ukraine. Donc voilà, on peut penser quand même que l'Ukraine était visée et ensuite c'est parti un petit peu partout dans le monde. Donc il a la particularité, comme vous pouvez le voir, c'est d'avoir les fonctionnalités de WannaCry, donc la possibilité de se propager sur un réseau. Il a aussi une autre fonction qui est très 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 dangereuse que n'avait pas WannaCry, c'est la possibilité également de voler les credentials, c'est-à-dire lorsque vous avez un utilisateur qui s'est connecté sur un serveur ou un poste de travail, tant que celui-ci n'a pas redémarré, vous avez des artefacts qui traînent en mémoire, donc des traces, et qui permettent malheureusement, via certaines mécaniques sur des systèmes qui ne sont pas durcis, de récupérer les logins, mots de passe, et donc de pouvoir les rejouer à distance. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui devient vraiment, comme je le dis, très alarmant et critique lorsque vous avez un serveur où vous avez des comptes avec des forts privilèges qui se loguent dessus, comme des administrateurs, donc ce qui explique que certaines entreprises ont vraiment pris cher, hein, parce que se faire prendre avec des comptes à fort privilège sur une infrastructure sur laquelle on ne respecte pas les bonnes pratiques de cloisonnement et de privilège des comptes, ça fait très mal. Donc je vais revenir un petit peu sur la méthode de contamination et de ce qu'on appelle le déplacement latéral. Donc c'est vraiment la possibilité de s'infecter d'autres machines. Donc en Ukraine, il est parti d'un service qui s'appelle Midoc qui permet en ligne, pour les Ukrainiens, de pouvoir payer des taxes. Donc voilà, les vecteurs d'infection ont commencé comme ça, mais ensuite, très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait aussi des sites web qui ont été piratés
et qui était en mesure de propager NotPetya, et bien entendu les traditionnels phishing avec des pièces jointes malveillantes. Là, notamment des documents WordPad, qui ont été un des vecteurs de propagation. Donc, le fonctionnement de NotPetya, c'est lorsque vous avez un poste, et là j'insiste, qui n'est pas à jour, et que vous avez un utilisateur qui malheureusement est sur l'un de ses sites internet ou alors qui ouvre une pièce jointe qui est contaminée, vous avez le malware qui va commencer à se déployer sur la machine, donc il va commencer à infecter le poste. La deuxième chose que va faire NotPetya, c'est se dire, il va cartographier, vraiment faire l'inventaire des hôtes environnants. Donc vous avez un PC, sur un segment réseau, et ben NotPetya est en mesure de voir tous les autres PC, tous les autres serveurs qui sont connectés autour, en utilisant simplement des mécaniques de Windows de découverte du réseau. Vous avez également, il va tenter également de voler les fameux credentials dont je vous parlais. Donc là, ça va être vraiment le cas où si vous avez des gens qui sont admins de vos postes de travail, qui sont des choses voilà, qu'on essaye de pas faire. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'il va chercher à faire, c'est de se déplacer, d'aller contaminer les hôtes environnants. Donc, bien entendu, tous vos serveurs qui ne sont pas à jour et qui sont vulnérables à Eternal Blue, Eternal Remnants, et ben, disons que c'est parti, NotPetya va se déployer. Honnêtement, je peux vous le dire, il est vraiment bien codé, donc ça va très très vite. Et ensuite, une fois qu'il a commencé à essayer de se propager sur le réseau, il va continuer son infection sur le poste de travail en essayant justement, en réutilisant ces techniques-là, il va essayer de devenir administrateur du poste sur lequel vous êtes et commencer son chiffrement et ensuite redémarrer et bloquer complètement la machine. Donc voilà, vous vous retrouvez avec des postes de travail, des serveurs complètement inexploitables, et si en plus vous avez des comptes à fort privilège qui passent par là, et ben vous avez encore en plus, comme vous pouvez le voir, la possibilité de contaminer des autres qui sont également à jour. Donc voilà, une seule faiblesse dans votre infrastructure, et ça peut aller très très loin au niveau des dégâts. Donc, on va revenir un petit peu sur la chronologie de cette fameuse faille, avec ces exploits Eternal Blue, Eternal Remnants. Donc, en fait, Elastic Detector nous a permis de détecter ces fameuses failles fin janvier 2017. En fait, vous aviez le groupe Shadow Broker qui avait volé les outils dans le milieu des chercheurs, dans le milieu du hacking. On a réussi à obtenir quelques informations et quel type de faille ils étaient arrivés à voler. Donc en fait, on a pu être en mesure de détecter bien avant que Microsoft fournisse des patchs cette vulnérabilité. Ça permet notamment, comme vous pouvez le voir à l'écran, d'avoir déjà une première remédiation, donc avec si vous n'utilisez pas SMBV1, puisque le protocole SMBV1, on est maintenant à la version 3, donc SMBV1 est vraiment pour assurer des compatibilités avec des postes type XP et antérieur. Donc voilà, donc si vous n'en avez pas, on pouvait déjà commencer à agir sans avoir vraiment d'informations sur le vecteur de l'attaque. Le 14 mars 2017, le fameux bulletin MS17-010, donc ça je pense que tous les admins système et les DSI doivent connaître ce bulletin tellement il est devenu célèbre. Donc voilà, à partir du 14 mars, on a commencé à avoir les correctifs sortis chez Microsoft. Donc ça a pu, de notre côté, commencer à regarder comment on a pu commencer à travailler chez nous pour mettre à jour les machines. Ensuite, un mois après, vraiment chronologiquement, un mois après, Shadow Broker, donc ce fameux groupe de hackers, a rendu public certains exploits qu'ils ont volés à la NSA, donc dont Eternal Blue et Eternal Remnants, donc qui sont les deux
les deux vecteurs de contamination de WannaCry et NotPetya. Et ensuite, pratiquement un mois après, on voit l'arrivée de WannaCry, la campagne de WannaCry qui commence, et un mois et demi après, c'est au tour de NotPetya qui arrive avec beaucoup plus sophistiqué. Donc voilà, je vais maintenant vous présenter le point, la partie remédiation. Donc j'ai pris un exemple parce que bien entendu, je ne peux pas vous communiquer les périmètres, etc. C'est des choses qui sont assez confidentielles, mais là je vous montre simplement un périmètre qui est critique chez nous, composé de 23 serveurs Microsoft qui sont surveillés par Elastic Detector. Donc on peut voir au tout début de la courbe, notamment les 23 serveurs qui ont ces fameuses failles, ces fameuses vulnérabilités. Donc après la sortie du bulletin de sécurité Microsoft, on a commencé à déployer justement ces mises à jour, puisque sur les environnements très critiques, vous avez des applications qui le sont également, donc on ne déploie pas tout et n'importe quoi. Donc, on a commencé une première vague de mise à jour. On peut voir ensuite que lorsque Shadow Broker a rendu public ces fameux exploits, il nous restait plus que 5 serveurs sur ce périmètre-là, puisqu'on a des contraintes métiers, des validations applicatives, etc. Et on a continué justement les mises à jour de sécurité sur cette vulnérabilité-là, pour être prêt, entre guillemets, bien heureusement pour nous, pour l'attaque de WannaCry et comme vous pouvez le voir, pour NotPetya. Donc, de notre côté, nos périmètres étaient protégés lors de ces attaques. Donc voilà. Sur la partie réponse à incident, c'est-à-dire que le jour où notamment on a eu NotPetya qui était actif, donc vraiment fin juin, c'est vraiment un malware qui nous a demandé beaucoup plus de vigilance que WannaCry, puisque avec notamment le rejeu des crédentiels qui est vraiment un vecteur de contamination très très dangereux et puissant. Elastic Detector nous a vraiment permis de cartographier les périmètres pouvant être touchés par NotPetya, parce que je vous rappelle que nous faisons aussi de l'hébergement, donc certains de nos clients n'ont pas souscrit à l'offre Elastic Detector, donc voilà, on se doit aussi de les protéger. Donc, ça nous a permis, nous, de se dire, ben voilà, moi, à ces périmètres-là, je suis tranquille, je vais me concentrer uniquement sur les périmètres qui peuvent, éventuellement, de certains clients qui peuvent poser problème. Et le point, ben voilà, c'est de se dire, Arctic Group a pu échapper sereinement à cette épidémie. Et ça, lorsque vous êtes dans la sécurité informatique, c'est quand même quelque chose d'assez reposant et on est plutôt content. Donc, je vais terminer sur la partie questions-réponses, si vous en avez. Donc, je vais sortir. Oui. Pour tout ce qui est questions, en fait, vous pouvez utiliser l'outil de chat qui est intégré au webinar. Et au fur et à mesure de vos questions, on vous répondra.